Et quand la passion n'y est pas, tu ne sauras pas le faire. Donc du coup, vraiment, tu comptes monter tous les échelons. Il ne faut pas se laisser labelliser. Après, penses-tu qu'il faut avoir des prérequis pour se lancer dans ce genre de carrière? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre 8e invitée, elle s'appelle Huguette. Elle est consultante en informatique. Le thème d'aujourd'hui est Empowering Young Woman. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Bonjour Huguette. Oui, bonjour Lydia. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Empowering Young Woman. C'est bien ça? Ça peut le faire. C'est du franglais. On pourrait dire ça. On prend ça comme ça. En fait, je souhaite nous raconter ton histoire, ton parcours d'immigré pour montrer comment cette jeune fille peut s'intégrer dans une société différente de la société d'où elle est originaire et comment elle peut trouver sa place. Donc, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? Voilà. Donc voilà, je m'appelle Huguette et je suis originaire de la République démocratique du Congo et je vis en Angleterre. Je suis mariée et consultante en informatique. Donc peut-être ça serait mieux de clarifier un peu les auditeurs par rapport à ce thème, Empowering Young Women. Pourquoi? Parce que je voudrais que mon histoire soit un exemple pour les petites filles qui se retrouvent au lycée en ce moment, pour qu'ils puissent avoir des modèles de femmes qui, en traversant beaucoup de difficultés peut-être, mais qui ont réussi quand même à pouvoir commencer une carrière, à pouvoir se tracer une carrière. Donc c'est ce que je voulais juste montrer. Ça pourrait aider à la jeune fille qui écoutera cette émission de pouvoir être encouragée à continuer à aller de l'avant. Donc voilà. D'accord. Donc, du coup, on va raconter ton histoire. On va commencer peut-être par ton enfance. Tu dis être originaire de la République démocratique du Congo. Peux-tu nous décrire ton enfance au Congo? Ok, donc voilà, je suis née au Congo, à Kinshasa. Mon enfance particulièrement pas spéciale, comme toute jeune fille. Bon, je peux signaler avant tout que j'étais un petit peu garçon raté, garçon manqué, comme on dit. Donc, je m'intéressais beaucoup plus aux jeux de garçons qu'aux jeux de filles. Donc j'avais tendance à utiliser le revolver, par exemple, de mon frère, ou les petites voitures, ou les petits sodas. Ça a peut-être influencé je dirais mon choix des études en fait. Parce que quand les autres jeunes filles choisissaient les options littéraires et les options commerciales, moi je pensais plutôt faire la scientifique. Et je suis allée même à l'extrême de la scientifique, j'ai fait la maths physique. Donc, ce qui m'a conduit à obtenir une bourse. Et j'ai fait l'informatique et ça m'a conduit à atterrir ici en Angleterre, où aussi j'ai continué en informatique. Revenons à mon enfance ou à l'influence de mon enfance en tant que jeune fille. Je dirais que quand j'étais très jeune, je n'avais pas pour idée la carrière que j'ai aujourd'hui. Je n'avais même pas l'idée de faire l'informatique. Je ne crois pas que ça m'est venu en tête. Je crois que la première idée que j'avais, c'était de devenir architecte. Je trouvais ça passionnant. Je trouvais passionnant de construire des maisons. L'autre idée que j'avais, c'était dans les jeux vidéo. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'étais passionnée par l'univers des jeux vidéo et ce qui se passait derrière l'écran. Je cherchais à comprendre ce qu'il y avait derrière cet écran-là. Donc,
ça me poussait en fait à vouloir rentrer dans un univers un peu abstrait, essayer de comprendre en fait ce qui se passait derrière un écran. Ça me fascinait quand j'étais très jeune. Et en grandissant, j'ai fait la maths physique, comme j'ai dit, et quand j'étais jeune fille, quand j'étais adolescente, la première option ou le premier choix de carrière qui m'était venu en tête, c'était plutôt de travailler, de faire la physique et de travailler à la NASA. Oui, vous allez vous dire que c'est très ambitieux. Pourquoi pas, il faut avoir de l'ambition de la vie. Non, je sais pas ce qui me prenait à l'époque parce que vraiment, si on me disait de le faire maintenant, je crois pas que j'irais. Mais est-ce que tu avais un modèle dans la famille, dans ton entourage, justement, qui était passionné par les maths ou par l'informatique et que ça t'a inspiré? Non, pas du tout. Et puis pour dire vraiment, très sincèrement, quand j'étais à l'école primaire, bon, je dirais pas que j'étais bête, mais j'étais très nulle. J'étais l'élève moyenne, en fait, l'élève qui était super moyenne, en fait. Si je me souviens très bien, à l'école primaire, je faisais pas des résultats extraordinaires. En fait, le déclic s'est passé en deuxième CO, comme deuxième secondaire pour ceux qui, je sais plus la correspondance en France. Et donc, je me souviens à ce moment précis, le déclic s'est fait. Alors vraiment, je détestais les maths. C'était ma pire de matière. Maths, physique, c'était vraiment la pire de matière. Et en deuxième secondaire, un oncle qui faisait chimie à l'université était venu passer les vacances chez nous et il avait démystifié les maths pour moi. Il me l'avait expliqué tellement simplement que tout était clair dans ma tête et c'était devenu comme un jeu d'enfant. Et à partir de ce moment-là, les mathématiques étaient devenues un jeu d'enfant pour moi. Je pouvais facilement voir les réponses avant même, dès que je commençais à composer, à décomposer une équation, par exemple, des choses comme ça. Donc, je voyais directement vers quel chemin ça allait me mener, des choses comme ça. Et ce qui m'a poussée très naturellement quand j'ai commencé à développer à développer encore plus, parce que j'ai commencé à trouver ça comme un jeu. Quand j'ai commencé à le développer plus, j'ai commencé à être passionnée par les maths et par la physique. C'est ce qui m'a conduit à l'option mathématiques physique. Maintenant, est-ce que j'avais un modèle dans la famille? Non, pas particulièrement. Je crois que c'est plutôt c'est seulement dû à l'environnement où j'étais. J'avais un ami qui était très passionné par la physique et on échangeait beaucoup. Et c'est en fait lui qui me donnait l'envie de faire, quand j'étais adolescente, d'aller à la NASA, par exemple. Donc, je voulais faire Polytechnique pour aller à la NASA. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu savais de l'Angleterre avant? Ah oui, l'Angleterre. De ce que je savais de l'Angleterre, c'était juste que ils avaient une reine, que c'était... voilà, c'est tout. Hein, voilà qu'ils avaient une reine, la capitale c'était Londres, et puis voilà. Est-ce que tu avais des notions d'anglais? Non, mes notions d'anglais, c'est limité à ce que j'avais appris à l'école, en fait. C'est limité à ce que le good morning, etc., qu'on avait à l'école. Je dois reconnaître quand même que j'excellais dans la matière. Je n'ai jamais échoué en anglais. Donc, c'était très facile pour moi, l'anglais à l'école. Ce qu'on appelait English for Africa. Donc, tu arrives en Angleterre, en quelle année à peu près? Donc, j'arrive en Angleterre en 2009. Et donc, j'arrive en Angleterre comme une immigrée. Et voilà, donc il fallait que... Et j'étais seule en plus. Pas vraiment beaucoup de... Je dirais... de famille proche. Pas de famille proche autour de moi. Donc, je me refais un parcours toute seule. La barrière de la langue était vraiment un obstacle. Là où la première frustration que j'avais eue, c'était lors d'un débat. C'était un débat politique. Je suis aussi activiste et passionnée par la politique. Donc, j'étais allée accompagner une amie qui devait assister à un débat politique. Et je brûlais d'envie de poser des questions, je brûlais d'envie de m'exprimer. Mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait la barrière de la langue. Je ne pouvais pas m'exprimer parce que je ne connaissais pas la langue. En fait, ce que je comprenais, ce qui est bien avec English for Africa, bon, tu peux un petit peu comprendre en captant quelques mots. Donc, l'anglais que j'avais appris
en Afrique m'avait quand même donné quelques notions de base qui faisaient que je comprenais ce que les gens disaient à peu près, juste en prenant quelques mots, mais je n'arrivais pas à parler. Voilà. Il a fallu faire une remise à niveau, par exemple, prendre des cours d'anglais sur place ou... Alors moi, je n'ai pas un parcours typique comme tous ceux qui sont venus en Angleterre. Donc, en fait, j'ai cherché des raccourcis. Je me disais que je voulais pas perdre du temps à passer 2 ans dans une classe pour apprendre l'anglais ou juste pour apprendre la langue. Et j'étais convaincue que je vivais dans un pays anglophone, que j'avais l'opportunité d'être immergée au milieu des anglophones, donc je pouvais parler l'anglais juste en interagissant avec eux. Donc pour moi, la clé, il fallait interagir avec les anglophones. C'était aussi simple que ça. Donc d'abord, ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est que d'abord en tant qu'immigré, je partageais mon appartement avec deux autres filles d'autres nationalités qui n'avaient pas non plus l'anglais comme première langue, mais l'anglais était la seule langue qu'on pouvait utiliser pour communiquer. Donc ça avait commencé par là. C'était déjà la première étape. La deuxième étape, vu que j'ai cherché le raccourci, d'abord j'avais réussi à trouver une inscription et je leur ai demandé de me donner un test en anglais. Et s'il y a quelque chose que je remercie, pour lequel je remercie mon professeur d'anglais que j'ai eu depuis la 4e année jusqu'en 6e, c'est qu'il m'avait quand même donné des bonnes bases d'écrit en anglais. Je savais écrire en anglais avant d'arriver en Angleterre. Pour obtenir l'inscription, il y avait un test d'anglais obligatoirement qui devait être fait avant de commencer ce cours. Et c'était un cours d'informatique que je voulais à tout prix faire en bac pro. Et donc, je rencontrais le chef du département, carrément. Je lui dis que, voilà, je vais faire ça. Il m'a demandé si j'ai un diplôme, parce que pour faire le cours d'anglais, tu dois faire 2 ans, et donc tu dois présenter ces diplômes-là. Je lui ai dit que je ne l'ai pas, mais que je voulais qu'il me donne un test et qu'il teste mon niveau, qu'il prenne un test, le test le plus dur qu'il peut donner accès à quelqu'un de faire. Et avec mon anglais où je me débrouillais, hein, donc je lui parlais, mais juste avec les mots que j'avais appris avec les filles avec qui je vivais. Alors ce qui est intéressant, c'est que il m'a fait confiance, et c'est vraiment ce que j'aime chez les Anglais. C'est cette habilité à rendre les choses faciles pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'est pas strict dans l'administration, on n'est pas strict parce qu'on a mis un certain nombre de règles. On s'est dit que non, pour obtenir l'inscription, il faut avoir ça, ça, ça. Non, il était prêt à me donner cette chance. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en Angleterre. D'accord. Et donc, il m'a donné le test d'anglais et de maths. Maths, évidemment, c'était une tasse de thé pour moi. L'anglais écrit, effectivement, je remercie mon professeur. C'était très facile pour moi de le faire. Donc, il a vu que j'ai reçu le test. Il voyait pas pourquoi il n'allait pas me donner l'inscription, puisque j'avais rempli les conditions qu'il donnait à ceux qui faisaient 2 ans de langue avant d'intégrer ce cours. Donc, tous ceux qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas l'anglais comme la première langue, faisaient ce test-là. Et moi, j'avais fait ça sans avoir le test. En me donnant l'inscription, il avait quand même demandé à ce que je fasse quand même durant ma formation, que je fasse quand même des cours d'anglais pour que je puisse avoir, parce que cette certification devait m'être utile par après. Donc, j'avais accepté de le faire, et j'ai eu cette certification par après. Au-delà de la langue, comment tu t'es adapté, du coup, cette première année ou ces premières années à la culture, au système administratif, aux mœurs? Quelles étaient les différences flagrantes entre ta culture et celle que tu as rencontrée sur place? En fait, d'abord, je suis quelqu'un qui s'adapte très très vite. Je n'ai pas de problème d'adaptation. Je m'intègre facilement dans n'importe quel milieu. Je crois que la chose qui m'avait choquée le plus quand je suis arrivée ici, c'est plus la nourriture, la bouffe. Les Anglais ont une façon de manger. Le haricot au petit déjeuner, c'était quelque chose de très étrange pour moi. Des choses salées au petit déjeuner, c'était du jamais vu. Bon, aujourd'hui, j'en mange parce que je suis complètement habituée. Mais c'était quelque chose qui
qui m'avait choquée, en fait, quand je suis arrivée. Ce choc culturel. L'autre choc culturel, c'est le froid et le fait qu'il fasse gris tout le temps. Bon, pas tout le temps, mais plus de la moitié de l'année. Et ça, c'était aussi quelque chose parce que je venais d'un pays chaud, je venais d'un pays où on voyait le soleil beaucoup plus souvent et j'arrivais quelque part où on voit, où c'est assez gris et des fois, ça pourrait être dépressif. Alors, à part cela, moi je regarde toujours le bon côté des choses dans toutes les situations. Le parcours était très dur pour arriver là où j'étais immigrée, etc. Mais je regardais le bon côté des choses. Et le bon côté pour moi, c'était comment j'allais faire pour saisir l'opportunité qui m'était offerte d'évoluer dans un pays anglophone. Ce que j'avais directement capté quand je suis arrivée, c'était déjà que le système n'était pas pareil. En Angleterre, on encourage l'innovation, on encourage la créativité, on encourage d'être courageux. Et ça, dès que j'avais capté ça, je me suis donné. Je voulais vraiment faire quelque chose. Au départ, quand je suis arrivée, je n'avais pas de travail et tout ça. Je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas rester comme ça et à ne rien faire. Parce que je pouvais aussi, mais j'ai dit non, je ne vais pas rester comme ça à ne rien faire. Je vais m'intégrer dans des associations pour justement rencontrer des gens ou ce qu'on dit ici, faire du networking. Et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, le premier job que j'ai obtenu en Angleterre, c'est grâce à ce networking. D'accord. Puisque j'allais te demander justement comment as-tu fait pour financer tes études. Donc, c'est grâce justement à ce job dont tu parles. Non, parce que ce qui est très, très avantageux aussi en Angleterre, c'est que, bon, les études ne sont pas gratuites, on va dire, mais en réalité, tu ne le payes pas comme ça. En fait, tu t'inscris à l'université et à l'université, on t'accorde un prêt. Et un prêt que tu vas rembourser quand tu vas travailler. Bon, j'ai remarqué ça dans ma vie. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. La majorité des gens sont passés par ce parcours. Moi, mon parcours est différent. En fait, ce que je me t'ai décidé de faire, c'était que je devais absolument travailler et étudier en travaillant. Donc, pour cela, il fallait que je puisse trouver une compagnie qui allait payer pour moi les études et qui allait me permettre de me développer en même temps dans la compagnie et en même temps et en parallèle avoir mon diplôme. Alors j'ai eu cette grâce à travers justement les différents réseaux dont j'étais très actif, d'où j'étais très actif, j'ai eu à rencontrer une dame qui avait vu que je me débrouillais très bien avec les ordinateurs parce que je crois que j'avais réparé deux ordinateurs qu'elle m'avait confiés. Alors, elle m'a dit que sa sœur travaille dans une compagnie de consulting et qu'il recrutait pour contrat d'apprentissage. Alors, j'étais là-dessus, je me suis dit, oui, ok, vas-y, donne-lui mon nom, je lui donne, qu'est-ce que je fais comment? Elle m'a envoyé des liens, j'ai appliqué, et puis voilà, je suis passée bien sûr par plusieurs entretiens, et j'ai obtenu le boulot. Là encore, l'anecdote par rapport à la langue, je me souviens très bien, et c'est là que je dis, c'est là où je veux dire qu'il ne faudrait pas laisser une circonstance ou penser que c'est parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir ce qu'on aimerait avoir. Je m'explique. Je pouvais me dire que l'anglais, c'est une barrière. Et voilà, vu que je ne connais pas l'anglais, j'ai vraiment pas intérêt à me présenter dans une entreprise, surtout une entreprise de consulting. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne connais pas l'anglais. Comment je vais faire même pour passer l'interview? Parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Oui, je savais écrire en anglais. Écrire en anglais, il n'y avait pas de problème. Mais m'exprimer et encore plus passer une interview. Mais ça, c'était pour moi, c'était carrément de la folie quand j'y pensais à ce moment-là. Mais ça ne m'a pas arrêté. Je me suis dit non, je vais quand même y aller. Je me suis préparée. Ce que j'ai fait, je me suis préparée. J'ai préparé les différentes questions qui pourraient m'être posées en anglais.
j'ai passé, je crois, 2 semaines avant les interviews pour préparer correctement l'interview. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, durant l'interview. C'est ce que j'ai préparé qui m'a aidé. Mais il y a quelque chose qui est très, très important que aussi, je dirais, pour moi, les anglophones sont beaucoup plus flexibles que les francophones. Un francophone, quand il va entendre quelqu'un très mal parler sa langue, directement, il va catégoriser la personne et peut-être même éliminer sa candidature. Alors qu'un anglophone, non. Ça l'encourage même de voir quelqu'un se donner tant de mal et faire des efforts pour le faire très bien. Et ça a été reconnu dans mon application et effectivement, j'ai décroché le contrat d'apprentissage. Et c'est comme ça que ma carrière a été lancée. Donc, tu as pu trouver un travail dans ce domaine rapidement, ce domaine d'informatique? Oui, c'était en 2011 que j'ai décroché mon contrat. C'est là que j'ai commencé à faire du consulting et aussi j'ai commencé l'université. Donc c'était un boulot qui m'offrait en même temps le travail et pendant que nous faisions notre travail, pendant quelques temps aussi, nous devons consacrer du temps pour aller à l'université, pour remettre les TP, pour remettre, nous on appelle ça assignment, et pour faire les examens, etc., etc. Donc voilà. En fait, quels sont les avantages de ce métier? Est-ce que, voilà, niveau salaire, ça allait? Est-ce que les congés? Ça, c'est une très bonne question. C'est là où je voudrais parler de pourquoi je pense que pour moi, une carrière en technologie ou une carrière en informatique pourrait beaucoup aider les jeunes filles. J'ai vu la manière dont je progressais rapidement par rapport à mes pairs qui ont fait différentes autres types de carrières. Ne me prenez pas en mot pour ça. Je ne suis pas en train de négliger les autres carrières. Je suis juste en train de montrer l'avantage de la carrière en technologie. Donc, pour revenir à ta question, d'abord au début, comme c'était un salaire d'apprenti, c'était au niveau du SMIC quand j'avais commencé. D'accord. Quand j'avais commencé. Est-ce que ça me permettait de payer un appartement? Ça me permettait de payer une chambre. Et je vivais seule, donc c'était pas un problème de payer la chambre. Et c'était à cause du niveau de vie de Londres. Parce que je voyais mes collègues qui vivaient en dehors de Londres, qui eux, avaient la possibilité d'avoir même tout un appartement à eux seuls avec le même salaire. Donc, mais après, l'ascension s'est faite d'une manière fulgurante et très rapidement. Je ne me suis... C'est-à-dire, à un moment donné, je m'étais même sentie perdue. Je me suis dit, mais comment je suis passée de ça à ça? Et dans un écart de très peu d'années. Et j'ai vu d'autres personnes qui ont fait une carrière encore plus fulgurante et ont évolué dans leur carrière. Parce que la carrière, il ne s'agit pas simplement du salaire, il s'agit aussi de comment tu évolues de la position de junior que tu étais quand tu avais commencé à la position de senior et très très rapidement tu peux évoluer. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi la carrière en technologie te permet de faire cela? Je vais donner l'exemple sur ce que je fais. Je suis consultante en technologie et mais ma spécialité, c'est Salesforce. Beaucoup n'ont pas entendu parler de ça, mais je vais vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose non seulement qui me passionne, mais j'ai vu le degré de progression que ça donne dans une carrière que je n'ai pas vu dans d'autres technologies. Je ne connais pas toutes les autres technologies, mais j'ai vu, moi je l'ai expérimenté, donc c'est pour cela que je voudrais en parler. Alors, Salesforce, c'est une application qui est sur le cloud. En fait, en termes simples, c'est la base de données de l'entreprise, mais qui va prendre en compte toutes les différents départements de l'entreprise. Maintenant, elle est transversale, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans toutes les industries, qu'on peut l'utiliser dans tous les départements, etc., etc. Je n'irai pas dans les détails parce que ce n'est pas une formation que je suis en train de faire sur Salesforce, mais plutôt pour vous montrer le cheminement de carrière dans Salesforce. Donc, quand tu commences à travailler avec la technologie Salesforce, ton premier niveau, c'est le niveau administrateur. Après, tu évolues vers le niveau
business analyst par exemple. Plus tu montes de niveau, plus voilà, ça te donne une progression dans ta carrière. Et moi, ça m'a pris 10 ans, parce que c'est depuis 2011-2012, 11 ans. J'ai vu des gens pour qui ça a pris juste 6 ans. En fait, j'ai vu des gens évoluer grâce à cette carrière. J'ai aidé aussi des gens qui voulaient changer de carrière, qui avaient fait une carrière complètement différente. Et je les ai réorientés dans une carrière technologique. Après, penses-tu qu'il faut avoir des prérequis pour se lancer dans ce genre de carrière? Par exemple, si quelqu'un est... C'est ça aussi qui... c'est la réponse que j'ai. Et c'est pour cela vraiment que je tenais à passer dans ton podcast, parce que c'est que oui, bon, certains pensent qu'il faut aimer les maths pour faire la technologie. Certains pensent qu'il faut vraiment être une matheuse. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait je travaille avec des gens qui ont fait géographie. Je travaille avec des gens qui n'ont même pas de diplôme. Je travaille avec des gens qui ont fait marketing. Je travaille avec des gens qui ont fait lettres, histoire, mais qui aujourd'hui sont dans la technologie. En fait, les gens pensent que la technologie, il faut être matheux. Et je l'étais, hein, j'étais matheux quand j'étais à l'école, mais je ne le suis plus, alors plus du tout. Alors vraiment plus du tout. Je ne sais même pas m'en souvenir si quelqu'un de seconde me montre des équations, certainement que je ne saurais pas résoudre ça. Parce que justement, le bien fondé de la technologie, c'est que la technologie regroupe beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers qu'on pourra étaler même dans une prochaine discussion. L'accent que je voulais mettre, parce que justement tu m'as parlé de prérequis, moi je ne pense pas qu'il y a un prérequis. Le seul prérequis, c'est la passion. Il faut l'aimer. Parce que j'ai voulu aider des gens qui n'avaient juste pas cette passion-là. Ils voulaient faire entrer en technologie, mais la passion n'y était pas. Et quand la passion n'y est pas, tu ne sauras pas le faire. Pour moi, c'est une question de passion et de volonté. Ce qui fait aussi, qui fait avancer les gens dans une carrière technologique. Il faut juste que la personne ait cette facilité d'être créatif, cette facilité d'être flexible, cette facilité de se réinventer. Dès que tu as toutes ces facettes-là, tu peux complètement t'adapter. Et il y a plusieurs rôles Je donne l'exemple de l'analyste d'affaires. L'analyste d'affaires ne touche même pas le code. Les gens pensent que l'informatique se résout au codage et que voilà, il y a quelqu'un qui est assis dans une salle noire et qui est en train d'écrire des codes. Non. L'analyste d'affaires, par exemple, il viendra, lui, tout ce qu'il fera, c'est prendre les requis ou les exigences de la compagnie, rassembler toutes les exigences de la compagnie, l'écrire de telle façon que le développeur puisse le comprendre, pour que le développeur puisse le développer. Donc, ce que ça demande à l'analyste d'affaires, c'est juste d'avoir une très bonne connaissance du business, ou de l'entreprise, ou du produit, etc., etc. La personne du marketing aussi, c'est différent. Mais tout ce groupe de rôles entoure les métiers de la technologie. Donc, du coup, vraiment, tu comptes monter tous les échelons. Quels sont tes projets de carrière par rapport à... Non, je ne vise pas tous les échelons parce que j'ai toujours... non, et d'ailleurs, comme je le disais, je me suis surprise d'être là où je suis. Je suis juste surprise d'être là où je suis. Ce n'est pas la recherche du top qui m'intéresse, alors pas du tout. Je suis juste passionnée par ce que je fais. J'aime ce que je fais. Mais je suis surtout passionnée par transmettre. Alors, ce que je veux faire demain, si tu me demandes ce que je veux faire demain, c'est ça que je veux faire. Je voudrais transmettre. Je voudrais que les jeunes filles, surtout des pays défavorisés, surtout d'où je viens, puissent bénéficier, puissent connaître ça, puissent comprendre l'avantage de la technologie, puissent comprendre que le monde de demain, tout sera connecté et on aura besoin de la technologie dans n'importe quel endroit où on ira. Et donc, la jeune fille de demain doit savoir ça. Et ça, c'est ce qui me passionne. Ça, c'est ce que je veux faire demain. Je suis pas dirigée vers aller vers le top. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est transmettre.
Je pense que l'IT ou l'informatique, c'est vraiment un domaine très peu représenté en termes de femmes. C'est connu un peu partout. Ici en Angleterre, ils essayent d'encourager de plus en plus la jeune fille déjà au niveau du lycée à choisir des carrières ou de leur choix universitaire pourrait porter, à les encourager à ce qu'ils puissent choisir dans leur choix universitaire les métiers informatiques ou le métier dans la technologie. Donc voilà, c'est ce que je veux. C'est par ça que c'est ce qui me passionne, c'est de transmettre cela. Parce que j'ai vu comment ça m'a aidé. J'ai vu comment ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles. Aujourd'hui, l'informatique, on l'utilise partout. Le smartphone que tu as dans la main, euh, même cette réunion qu'on a, la facilité qu'on a à le faire à distance. Je suis en Angleterre, tu es en France, c'est parce que l'informatique le permet. Aujourd'hui, c'est présent, la technologie est présente dans tout ce que nous faisons. Il y a tellement de domaines où ça va être utilisé et c'est pour cela que j'aimerais encourager qu'il y ait beaucoup plus. Il y a très peu de femmes, c'est vraiment reconnu statistiquement. Il y a très peu de femmes qui s'engagent dans le métier de la technologie. C'est pour ça que je voudrais encourager les femmes à le faire. Penses-tu que c'est un métier que tu aurais pu exercer au Congo? Penses-tu Euh, qu'il y a un décalage justement entre l'avancée de la technologie dans les pays entre guillemets, développés et les pays qui sont pour le moment encore en voie de développement? je partage pas cet avis. J'ai D'accord. récemment au Congo, et j'ai tellement vu d'opportunités et euh, un, j'ai vu aussi dans la jeunesse une soif et un besoin d'apprendre et de connaître la technologie. Et donc, avec ce qu'ils font déjà et ce qu'ils ont déjà, ils utilisent déjà aujourd'hui la technologie au jour le jour. On envoie de l'argent maintenant à travers le téléphone, ce qui n'était pas possible quand je quittais le Congo. L'utilisation des réseaux sociaux, Ouais. l'utilisation de... Il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait un métier juste à travers les réseaux sociaux, euh, en étant des influenceurs ou en ayant des pages TikTok ou Instagram, beaucoup de jeunes qui en ont fait carrément une source de revenus au Congo. Donc, beaucoup commencent à avoir cette soif de connaître les nouvelles technologies et de s'y donner. Alors moi, ma perception du Congo, justement, ou de l'Afrique en ce moment, c'est que je vois ça comme... en anglais, on dira greenfield. Il y a encore beaucoup à faire, ce qui me donne encore plus d'espoir. L'Afrique n'a pas encore connu l'essor ou le boom. Ici, on l'a déjà connu, on a déjà connu le top. Les années 2000, c'était le top avec l'arrivée d'Internet, etc., etc. C'était déjà le top, les années 2000, de ce côté. Alors qu'en Afrique, ils n'ont pas encore atteint ce pic-là. Et à se retrouver dans le train pour aider la jeunesse africaine d'atteindre ce pic-là, c'est ça ma passion. Ok. C'est ce qui Donc, me... au-delà d'encourager les jeunes femmes immigrées en Angleterre, mais tu aimerais aussi, en tout cas, participer à l'essor de l'informatique en Exactement, Afrique. Ok. exactement. Pourquoi? Parce Mhm. que je suis convaincue que le développement de l'Afrique va passer par son développement technologique. Ça va passer par là. Là, on a peut-être raté certaines révolutions, mais la quatrième révolution, on ne va pas le rater. L'Afrique ne va pas le rater, ça j'en suis sûre, parce que je l'ai vu, la jeunesse a faim, la jeunesse a accès aujourd'hui à Internet dans son téléphone, et aujourd'hui tu peux tout apprendre à partir de ton téléphone. Et c'est ça qui est phénoménal, parce que tu prends quelqu'un qui a faim d'apprendre, tu lui donnes en même temps cet outil où il a accès à l'information 24 heures sur 24, mais il peut faire des choses extraordinaires. Au-delà de l'informatique, penses-tu aujourd'hui être suffisamment intégré en Angleterre et est-ce que tu as des exemples concrets de cette intégration dans ta vie quotidienne? L'intégration en Angleterre, oui. Oui, je pense que je suis suffisamment intégrée. Je pense que moi, je disais toujours un truc avant de venir
en Angleterre, je disais que tu peux être sûr que tu maîtrises parfaitement l'anglais le jour où tu arrives à rire de leurs blagues. Ok. Alors, oui, c'était vraiment vrai. Je le disais comme ça, mais c'était vraiment vrai. C'est D'accord. c'est vraiment ça pour moi l'élément qui m'a permis de savoir que ça y est, je suis dans la culture. C'est parce que l'anglais a un niveau de sarcasme que j'ai jamais vu. D'accord. Euh, Ils ont cette habilité à se dénigrer. Pour savoir le capter, il faut être imprégné dans la culture parce que sinon, tu vas pas comprendre que c'est du sarcasme et qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, il va par exemple te dire quelque chose, prendre l'option la plus catastrophique de ce qu'il te raconte. Mhm. Toi, tu vas penser que c'est sérieux. Par exemple, il va te dire un truc genre que quand il avait pris un train, il a eu un accident, etc. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est juste pour te montrer la gravité de la chose qui lui est arrivée, Mhm. en utilisant cet humour où il se dénigre de lui-même. Ok. C'est du sarcasme et c'est leur humour, c'est dont on appelle l'humour anglais. Et Oui. j'arrive facilement à le capter. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que je suis intégrée. Ah Et oui, culinairement, tu t'es mis à manger aussi les haricots le évidemment, matin, le salé? oui, évidemment, culinairement, je me suis habituée avec oui, tous les sucrés salés de leur D'accord. plat. Ils mettent du bacon avec des haricots, avec des saucisses. Mhm. Déjeuner avec du pain, du café et tout, c'était un mélange assez difficile pour moi, mais Mhm. après, complètement habitué. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi, de temps en temps. D'accord. Tu te vois pas aujourd'hui vivre dans un autre pays, bon, peut-être à part ton pays d'origine, mais aujourd'hui, vraiment, l'Angleterre, voilà, c'est ton pays Non, d'adoption. non, je dirais pas ça. J'aime me positionner comme une citoyenne du monde. J'aime penser que partout, je pourrais être chez moi. Il y a des pays où je Mhm. n'arrive peut-être pas à vivre, mais il y a des pays, je n'ai pas de destination finale, en fait. Je ne me dis pas ça que c'est Mhm. la destination finale. Pour l'instant, l'Angleterre, c'est ce que j'appelle ma maison. Ben, en tout cas, merci Huguette. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à prodiguer? Encore une fois, moi j'ai été passionnée par tout ce que tu as dit, mais voilà, est-ce que tu as encore un conseil à prodiguer à des jeunes femmes qui arrivent dans un pays étranger et qui ne savent pas justement par où commencer, comment faire? Voilà, qu'est-ce que tu dirais à cette Huguette qui est arrivée en Angleterre et qui, voilà, qui découvrait un autre pays, une autre culture? Tu leur dirais quoi aujourd'hui, 11 ans après? Ben, c'est toujours ça, il faut oser. Il ne faut pas se laisser labelliser. Il ne faut pas se laisser cantonner par l'environnement d'où l'on vient ou par le titre qu'on a ou par la couleur de peau ou même par le genre. Il faut oser. Moi, je crois que c'est vraiment la clé. Très souvent, on s'enferme parce qu'on a peur. On a peur d'oser. On a peur d'avancer. Et moi, c'est ce conseil-là que je donnerais à la Huguette qui est arrivée ici, ou même à la Huguette, la petite fille Mhm. qui était au Congo. Il y a quelque chose que je dis, bon, tant que ça ne me tue pas, bon, Ouais. ça ne va pas tuer, bon, voilà. Donc, il faut la peur du rejet, la peur du non peut empêcher de faire des choses. Il ne faut pas se cantonner au rôle qu'on s'est donné par la société ou le rôle qu'on s'est donné par l'option qu'on a choisie. Juste oui, euh, parce que j'ai fait un choix, j'ai décidé d'être avocate, par exemple. Oui, je vais rester avocate toute ma vie. Ou oui, parce que j'ai fait le choix euh, d'être infirmière. Je ne minimise pas des métiers, hein, ne me Mhm. prenez pas au mot pour ça. Mais c'est juste pour dire que l'être humain, Dieu l'a créé pour s'adapter à tout. On n'est pas modélé, on n'est pas fait euh, pour juste remplir un vase ou juste, en anglais, on dit fit in a box, pour juste se conformer à une certaine ligne de conduite. Non, on peut s'adapter. Et il y a une autre chose, tout ce dont je parle et tout ce que je sais maintenant,
Je peux vous dire la vérité, j'ai pas appris ça à l'école. J'ai pas appris ça dans un parcours, un cursus universitaire. Et c'est la chose que je dirais à la jeune fille. Même que je me dirais moi-même. L'école, ça nous aide simplement à former, à forger ce cerveau qui, pour moi, n'est juste qu'un muscle. Un muscle que tu dois exercer pour qu'il soit en forme tout le temps. Et c'est pour cela que c'est pour ça qu'on va à l'école. Mais ce n'est pas ça que tu as appris que tu vas forcément utiliser dans ton métier ou dans ce que tu vas faire. Le plus important, c'est de trouver ce qui te passionne. Une fois que tu as trouvé ce qui te passionne, tu rajoutes aujourd'hui, l'accès à la connaissance est partout sur Internet. Tu rajoutes la connaissance dont tu as besoin pour renforcer ce qui te passionne. Et quand on fait ce qui nous passionne, on le fait très bien. Et quand on le fait très bien, on est récompensé. En tout cas, merci Huguette. En plus, on sent que toi, tu es passionné par ce que tu fais et c'est intéressant de voir comment tu essaies de motiver les gens à tenter, à se reconvertir s'il le faut, afin de trouver le métier qui correspond à leur passion, on va dire ça comme ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Huguette pour cet échange très édifiant pour ma part. J'espère peut-être te réinviter pour un autre thème. J'aimerais tellement m'étaler sur différents thèmes. On peut toujours programmer cela. Merci en tout cas. Merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!